والكاف والراء للراء والباء والباء والراء. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 12e numéro de Éclairage, votre magazine de la rédaction tous les dimanches sur Al Mouridia TV et au lendemain de la fête de notre indépendance. Un thème ne saurait être aujourd'hui un thème autre que l'évocation de l'histoire de notre indépendance du Sénégal. Et pour en parler aujourd'hui dans votre numéro de Éclairage, nous avons eu le plaisir d'inviter sur ce plateau Serigne Idrissa Cissé Ndiaye, qui est historien. Bonjour, monsieur Cissé. Bonjour, monsieur Niang. Voilà. Nous allons d'abord nous adresser nos congratulations à l'occasion de la célébration de notre accession à la souveraineté internationale. Un mot sur ça. Tout juste. C'est pour moi l'occasion d'adresser mes félicitations à tous les Sénégalais et pour la célébration de ce grand jour, parce que c'est quand même notre fête nationale. Et nous devons en être fiers. Voilà, merci M. Idrissa Seck. Idrissa plutôt Ndiaye Cissé. On va passer très rapidement dans le vif du sujet. D'abord le Sénégal. Si on vous demandait un peu de nous situer le Sénégal dans le monde, le Sénégal se trouve où exactement, M. Cissé? Oui, le Sénégal, c'est un petit pays qui est à la pointe de l'Afrique occidentale. Oui. Un pays qui ne fait même pas 200 000 km², parce qu'à peu près, c'est 200 000 km² pour être juste, oui. Compris entre l'océan Atlantique d'une part, à l'ouest, le Mali à l'est, la Mauritanie au nord-est et les deux Guinées. Oui. Donc le Sénégal, sur le plan spatial, est un très petit pays, il est vrai, mais qui a joué un rôle très important dans l'évolution de la colonisation et également dans le processus de la décolonisation de l'Afrique. Voilà, et le Sénégal qui a également son drapeau, qui est la couleur verte, jaune, rouge et l'étoile verte sur la couleur jaune. Hein. C'est ça. Le drapeau national, c'est le vert, jaune, rouge avec une étoile sur le jaune. Voilà, on va maintenant commencer à l'histoire du Sénégal. En janvier 1959, le Soudan français, qui est l'actuel Mali, fédère avec le Sénégal pour former la fédération du Mali. Qu'est-ce que vous inspire cette fédération du Mali? Qu'est-ce qui est à l'origine? Monsieur Cissé Ndiaye. Oui, ce qui est à l'origine de la fédération, disons, c'est simplement le souci, c'était dans le souci d'aller vers l'indépendance, disons, dans l'unité, au lieu de quand même d'aller dans l'indépendance avec des positions diverses. Donc le Sénégal a toujours travaillé dans ce sens, a toujours essayé de fédérer tous les États de l'Afrique occidentale française, bon, qui étaient avec lui dans cette ancienne fédération. Bon, malheureusement, avec les péripéties, finalement, on s'est retrouvé avec le Mali, parce que nous ne perdons pas de vue qu'après le référendum d'autodétermination de 1958, le Sénégal s'est proclamé État dès le 20 novembre 1958, la même année. Donc, aussitôt après, le Sénégal est entré dans la fédération du Mali avec le Soudan français. Oui. Et pourquoi il y a eu cette fédération n'a pas duré, puisque après le 20 août 1960, il y a eu cet éclatement, le Sénégal qui s'est retiré. Qu'est-ce qui a motivé ce retrait? Et c'est vrai, c'est-à-dire que le Sénégal avec le Soudan, dans le cadre de la fédération du Mali, avait, après 2 mois de négociations, signé les accords qui ont conduit à l'indépendance le 4 avril 1960. Bon, mais après,
il y a eu des problèmes entre des problèmes de personnalité entre Modibo Keïta d'une part, Lamine Gueye de l'autre, Senghor par la Mamadou Dia. Donc il y a eu donc ce problème, disons, de préséance, de prééminence, bon, qui s'est développé et qui a conduit finalement à la nuit du 19 au 20 août 1960 à l'éclatement de la fédération. Le Sénégal ayant quand même voté son retrait de la fédération. Et à partir de ce moment, donc nous avons quitté le premier drapeau vert, jaune, rouge avec le bonhomme noir comme emblème pour adopter l'actuel drapeau. Monsieur Cissé Ndiaye, est-ce qu'on ne peut pas dire que cet éclatement n'a pas porté préjudice à l'Union africaine? Si, parce que la fédération du Mali en soi était un début quand même d'une véritable Union africaine. Bon, le fait qu'elle n'ait pas pu marcher, quand même, c'est véritablement le début de problème pour réaliser l'unité africaine. Parce que c'était surtout une démarche vers l'unité africaine. Oui. Il y a eu des causes endogènes et exogènes. Les causes exogènes, on ne peut pas les évoquer sans parler de Houphouët-Boigny, avec son conseil de l'entente. Il y a un problème de leadership. Voilà, exactement, des problèmes de leadership. Oui. Il y a Houphouët-Boigny quand même qui avait lui aussi son groupe à lui, le conseil de l'entente. Et qui disait que la Côte d'Ivoire n'est la vache à lait de personne. Donc, dès lors, se posaient des problèmes d'intérêt économique et des problèmes de leadership. Cette fédération ne pouvait pas quand même survivre pendant longtemps. On va retenir la date du 4 avril 1960. Aujourd'hui, on sait que c'est la date de la fête de notre indépendance, mais si l'on sait que le 20 août 1960 a été proclamé, en tout cas l'indépendance du Sénégal, qu'est-ce qui a amené aujourd'hui à ce que cette date soit maintenue le 4 avril? Or, dans les archives, on sait que la proclamation a été déterminée le 20 août 1960. Le 20 août 1960 consacre l'indépendance de la Fédération du Mali. Je vous ai dit, après 2 mois de négociations, et les accords entre la Fédération du Mali, l'ex-Fédération du Mali, et du gouvernement français ont conduit à l'indépendance de la Fédération du Mali. Mais entre-temps, il y a eu ces problèmes-là, et dans la nuit du 19 au 20 août, le Sénégal a pris la résolution de se retirer de cette fédération. En se retirant de la fédération, il conserve le 4 août comme le jour de son indépendance. Alors que le Soudan français, qui change de nom et devient le Mali, adopte la journée du 20 août 1960 comme jour de l'indépendance. Okay. Donc nous, pourquoi on a mis 4 avril Parce que les accords ont été signés le 4 avril. D'accord, le 4 avril. Les accords qui ont conduit à l'indépendance ont été signés avec le gouvernement français le 4 avril 1960. Voilà. On va évoquer une autre partie de notre histoire. C'est le 20 août, du 20 au 29 août. Cette visite de Général de Gaulle en Afrique, Général de Gaulle qui a fait le tour de l'Afrique pour demander aux Africains, est-ce que vous voulez leur indépendance? Oui, je crois qu'il faut remonter un peu pour ne pas exagérer. Oui. Parce que le Général de Gaulle, nous savons que depuis la conférence de Brazzaville en 1944, avait promis l'indépendance au territoire et ex-colonies d'outre-mer. Donc, mais malheureusement, il a quitté le pouvoir en 1946 pour revenir après le putsch d'Alger. Du 13 juin 1956. Donc il revient, du 23 juin 1956, il revient au pouvoir. Et dès qu'il revient au pouvoir, donc il est sollicité par les leaders des territoires africains, qui étaient les députés, qui lui demandaient de tenir sa promesse. C'est dans ce cadre qu'il a effectué son fameux voyage, où il est venu à Dakar à la place Protet, qui est l'actuelle place de l'indépendance. Et évidemment, là-bas, c'était pour faire part aux ex-colonisés de son désir d'organiser un référendum d'autodétermination. Il fallait se déterminer avec l'indépendance en restant dans la communauté franco-africaine ou non, l'indépendance totale. Bon, seul Sékou Touré avait voté non. La Guinée de Sékou Touré avait voté non. Au Sénégal, on avait voté 97,2% de oui. Et on se rappelle ce fameux discours le 26 août 1958 de Général de Gaulle.
Oui, parce que ça, c'était une boutade. Oui. C'était une simple boutade, parce qu'il y avait quand même des jeunes qui portaient des pancartes, qui voulaient l'indépendance immédiate et totale. Bon, c'est à ceux-là que le général de Gaulle avait dit, c'est en direction de ces jeunes, qu'il avait dit, si vous voulez l'indépendance, eh bien, prenez-la le 27 octobre. Le 28 septembre plutôt, 1958. Oui. Bon, donc c'est ce qui avait occasionné donc ce cri de cœur, cette boutade, qui est devenue très célèbre et qui a même occasionné, nous avons l'association des porteurs de pancartes. Voilà. On va évoquer également une autre partie de notre histoire en parlant de l'AOF, l'Afrique occidentale française, entre 1895 et 1958, avec les 8 colonies. L'AOF, qu'est-ce que ça a inspiré à l'époque? Bon, l'AOF est réellement partie du décret du 16 juin 1890. Oui. Mais son application, c'est son application qui entre en vigueur à partir de 1895. L'AOF était une fédération des colonies de l'Afrique occidentale. C'était une fédération des colonies de l'Afrique occidentale. Il y avait la Mauritanie, le Mali, voilà, le Niger, voilà. Et dans ce cadre, il y avait, à cette époque, il y avait ce qu'on appelait l'empire colonial français. Oui. Bon, cet empire colonial comprenait l'Indochine française, oui, qui était un groupe de 5 pays, l'Afrique du Nord française, qui était un groupe de 3 pays, et l'Afrique équatoriale française, qui était un groupe de 5 pays, et l'Afrique occidentale française. Ouais. Donc tout cela constituait ce qu'on appelait donc l'empire colonial français. Donc l'AOF regroupait donc les États colonisés par la France en Afrique occidentale française et avait sa capitale à Dakar jusqu'en 1958. Voilà, à partir de 1958, la capitale de Saint-Louis fut transférée à Dakar, oui, mais Saint-Louis était très représentative sur le plan colonial. Oui, en fait Saint-Louis était à la fois, oui, sous l'AOF, Saint-Louis était à la fois la capitale du Sénégal et la capitale de la Mauritanie. Oui. Donc Saint-Louis était la capitale de 2 pays et de 2 territoires membres, disons, de l'AOF, jusqu'à l'indépendance. Après l'indépendance, maintenant, les autorités ont jugé opportun de transférer la capitale du Sénégal à Dakar. Oui. Alors que la Mauritanie a transféré la sienne à Nouakchott, comme on le sait. D'accord. Voilà. On ne peut pas parler, Serigne Idrissa Cissé Ndiaye, sans parler de grandes figures qui ont marqué un peu notre indépendance. Je vais mentionner Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye, Mamadou Dia, etc., Cheikh Anta Diop. Ces grandes figures de notre politique. Oui, on ne peut pas parler de l'indépendance du Sénégal sans évoquer ces figures. Oui. Surtout Lamine Gueye. Oui. Parce que Lamine Gueye, d'ailleurs, dans le cadre de l'évolution des territoires africains vers l'indépendance, il a joué un rôle très important. Oui. Avec sa loi de 1946, la loi Lamine Gueye, qui élargit les compétences des anciens territoires, qui assouplit certaines mesures, notamment le code de l'indigénat, selon le ministre, on est député jusqu'en 1951, où il est remplacé par Senghor. Entre-temps, il y a eu les élections de 1956, remportées également par Senghor, par l'UPS de Senghor, l'Union progressiste sénégalaise. Donc, les accords qui ont été signés au nom du Sénégal l'ont été avec Senghor, avec Mamadou Dia, avec Lamine également, qui était partie entière de la composante. Oui. Donc ces gens-là, et Maître Valdiodio Ndiaye, oui, qui avait prononcé le discours à la place Protet, oui, oui, lors du passage du général de Gaulle. Donc ce sont quand même des personnalités importantes, oui, qui ont marqué de leur sceau quand même la naissance de l'État sénégalais. Dont on se souvient toujours. On se souvient toujours d'eux. Voilà. Serigne Idrissa Seck Ndiaye, on ne pourrait pas évoquer aussi notre indépendance, parce que je pense qu'il y a eu 2 colonies, une colonisation coloniale, une conquête coloniale, mais aussi il y a une conquête pour l'expansion de l'islam. Et dans ce cas-là, nos chefs religieux ont joué un rôle prépondérant. Je prends l'exemple, parmi eux, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui a eu à jouer un rôle capital dans le processus de notre indépendance au Sénégal et surtout l'expansion de l'islam. Qu'est-ce que vous direz sur ça? C'est exact. Quand on revient quand même au cas de Serigne Touba, nous savons que Serigne Touba s'est toujours posé comme un opposant face à la colonisation, de tout le temps. De tout le temps, il s'est toujours posé
quand même en opposant face à la colonisation. D'abord, si l'on prend l'exemple du bureau de Saint-Louis, le 5 septembre 1895, lorsque l'interprète lui dit de présenter ses hommages au nouveau maître du pays et de lui faire allégeance, Ahmad Bamba lui répondit: je suis le captif d'Allah et je ne reconnais pas une autre autorité en dehors de la sienne. D'ailleurs, c'est cela qui lui a valu d'avoir été arrêté, interné au jardin d'essai, déporté au Gabon, etc. Tout cela parce qu'il refusait l'autorité de la France. Cette colonisation, les Français que vous voudriez faire, les Sénégalais, en leur utilisation, et il fallait refuser. Donc il a tout refusé. Il s'est toujours opposé à la colonisation. Même s'il a pris l'engagement et quand même a fait des actes notoires pour aider à l'émergence et à l'élection de Blaise Diagne en 1914, c'est parce que simplement, à ses yeux, Blaise pouvait représenter la nation à l'Assemblée nationale française et demander plus tard l'indépendance du Sénégal. C'est pourquoi en 1914, lorsque Blaise se présentait aux élections contre Jean-François Carpot, il a eu le soutien, et le seul soutien véritable au niveau interne de Serigne Touba, qui lui a donné 313 soldats, qui lui a donné de l'argent, ce qui lui a permis quand même d'avoir su briguer des voix et d'obtenir la première députation noire des colonies. Blaise Diagne est le premier député noir des colonies en 1914 et il est resté jusqu'en 1932. Et nous savons que tout cela, ça fait partie quand même des actes des autochtones, des chefs religieux traditionnels qui se sont opposés depuis le départ à la colonisation. Oui, parce qu'il faut dire que la civilisation islamique, il fallait aussi qu'on garde notre religion, ce qui est l'islam. Et cet islam nous inculque des valeurs et des vertus, et que ces marabouts défendaient. Oui, c'est exact. Mais disons que parmi les objectifs de la colonisation, l'islam ne les intéressait pas tellement. C'est-à-dire que quelque part l'islam les a gênés, mais c'est pas l'objectif principal qu'ils ont ciblé. On se rappelle un peu les gens qui disaient, je ne sais pas si c'est l'histoire, on ferait des musulmans, des non-musulmans. Parce que d'abord, si l'on prend dans le cadre disons de l'empire colonial et même dans le cadre de l'Union française, il y avait une juridiction d'exception pour les musulmans. Il y avait les tribunaux musulmans avec des cadis. Donc les Français n'ont jamais cherché, que je sache, à assimiler les musulmans pour en faire des chrétiens. Concrètement. Peut-être ils l'ont fait de façon tacite, mais concrètement non. Oui, on sait qu'ils avaient envoyé des missionnaires également pour évangéliser les... Bien sûr. L'œuvre coloniale au départ était une œuvre civilisatrice, comme ils l'ont dit. Parce qu'ils sont venus ici vers le XVIIe siècle, d'abord par les explorateurs, ensuite d'abord les navigateurs, ensuite les explorateurs, ensuite les missionnaires en Marie-Javoué sur la Petite Côte, ensuite les commerçants, les comptoirs commerciaux français, dont André Bru était le directeur. Et à la fin de l'incident qui a opposé André Bru à Latsouka Bengore Fall, qui était le domaine du Caire à cette époque, c'est à partir de cet événement qu'ils ont jugé nécessaire d'envoyer des gouverneurs militaires. C'est ainsi que Ponce de la Rivière avait été envoyé à Saint-Louis en 1720, alors que le chevalier de Bouffard était à Dakar. Donc, si l'on prend une chronologie, une démarche rationnelle, depuis le XVIIe siècle, les Français donc sont venus ici pour dire qu'ils avaient une mission civilisatrice. Dans le cadre de cette mission civilisatrice, pour eux, la religion chrétienne était la seule bonne religion. On connaît cette religion, oui. C'est ça. Donc, même le document qu'ils ont fait signer aux 83 chefs religieux qui avaient été convoqués à Saint-Louis à partir de 1890, sur ce document, il y a bien mention de cela. La seule véritable religion, c'est la religion chrétienne. Donc, il y avait quand même ce fond religieux quand même qui motivait la colonisation. Mais ce n'était pas tout. C'était pas tout. Merci à ce Idrissa Seck Ndiaye. Le temps qui nous a été imparti est à présent terminé. Nous sommes très contents de vous recevoir. Bref, on aurait bien voulu beaucoup développer, mais on a peu de temps. On va passer tout de suite à la version en Wolof. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, voilà, merci. Nous allons passer tout de suite à la version en Wolof.